J'ai un troisième cas aussi dont j'ai besoin, parce que je suis quelqu'un de prévoyant, je suis dirigeant d'entreprise, donc j'en ai tout à fait besoin. J'ai besoin d'un plan de secours. Mon DSI m'a expliqué que j'avais besoin de ce plan de secours, mais j'ai un peu du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. Je sais que c'est très important dans ces contextes un petit peu de cybersécurité difficiles. Comment ça se passe? Comment je peux mettre ça en place et comment ça s'intègre à mon plan général de migration vers le cloud? Alors, le plan de secours en tant que tel, dans le cloud, c'est quelque chose qu'on va revoir très fréquemment. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, quand on souhaite sécuriser son infrastructure, c'est justement pour un désastre. Le DR, ce qu'on appelle en anglais un disaster recovery. Mais en fait, le désastre, c'est quoi? C'est pas une comète qui va atterrir et qui va faire exploser mon data center. Enfin, je prends une image un peu caricaturale, mais c'est cette idée-là. En fait, le DR, et en fait, plusieurs études le démontrent, c'est qu'au final, c'est pas la perte d'une salle ou la destruction d'un data center, c'est plus la corruption de données ou des attaques d'un point de vue cybersécu sur la partie ransomware. Donc en fait, c'est cette idée-là, c'est comment je vais protéger mon infrastructure. L'un des points cruciaux du DR, c'est de se dire, OK, je vais avoir une salle active, donc mon data center primaire, et comment je vais pouvoir le protéger à l'extérieur. Donc il y a plusieurs solutions. Soit j'achète une nouvelle salle, soit j'investis dans une nouvelle salle où je la loue, donc il va y avoir des coûts sous-jacents derrière pour payer quelque chose pour me protéger si quelque chose va se passer au cas où. C'est un peu l'idée. Avec AVS, l'idée, c'est avoir des choses un peu plus intelligentes, bien évidemment tout en fonction des contraintes applicatives, mais c'est de se dire, OK, je vais peut-être répliquer mes données et attendre que j'ai un désastre pour justement déclencher ce nouveau cluster AVS, aussi bien avec des nouvelles solutions que de Jetstream, qui est justement une intégration native d'AVS avec une solution pour le coup Azure, ou SRM, qui est une pure solution VMware. Donc je ne sais pas comment on peut intégrer les deux très facilement. Après, Jetstream va avoir une approche qui est complètement différente. Beaucoup plus orienté sur le stockage de la donnée dans une partie Azure qui est froide, on va dire, et la possibilité de la remonter dans le monde VMware, dans la solution Azure VMware Solution, éventuellement, au moment où un incident arrive. C'est-à-dire qu'on n'a pas pré-provisionné de ressources avant cet incident. Et on a aussi, et ça c'est une public preview pour l'instant, la possibilité de stocker des capacités de data importantes avec un nombre minimum de hosts derrière la solution Azure VMware Solution via ce qu'on appelle les disques pools qui permettent aussi d'aller au-delà de ces 3 hosts minimum au moment où un incident arrive et donc d'étendre par exemple à 10 hosts si notre besoin est plus proche de ça, si jamais on a besoin d'arriver sur un site secondaire suite à un problème. Donc là, c'est vrai qu'une fois encore, je parle toujours de l'intégration, mais c'est important quand on est dans les opérations. Jetstream est un outil tiers qui s'achète par la marketplace Microsoft, et la possibilité d'utiliser SRM, donc Site Recovery Manager, qui est un outil VMware qui lui est disponible en tant que add-on directement dans le portail Azure également, dans la partie AVS. Il y a une section add-on avec HCX et donc Site Recovery Manager qui fournit une intégration et un déploiement automatisé des composants de Site Recovery qui existent depuis la version 3.5 de vSphere. On est en 7X aujourd'hui. Donc une solution robuste et prouvée et qui va nous permettre de protéger des VM en fonction de leur criticité business. Ouais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu le retour sur investissement de ces solutions. Donc, ça entraîne un surcoût, mais ça peut m'éviter quand même de perdre mes données. Et, pardon, je finis, excusez-moi Leonardo, mais j'ai aussi mes compagnies d'assurance qui me font payer de plus en plus cher face à mes différents systèmes de cybersécurité que, bon, j'avoue, récemment, je n'ai pas forcément amélioré beaucoup. Alors, sur le surcoût, c'est en même temps vrai et pas vrai, parce que c'est sûr que si demain on doit déclencher un DR, c'est qu'on doit le préparer, donc on doit faire un investissement probablement de machines ou même d'ouverture d'une nouvelle salle. Donc il va y avoir un investissement qui est assez massif au final, parce que c'est une nouvelle salle qu'on construit. Là, dans l'idée d'AVS, c'est un service qu'on va payer de manière annuelle, qui va nous permettre justement de protéger nos données. Après, sur la réplication de la donnée, parce qu'au final, ça va être ça le DR, qu'est-ce qu'on souhaite protéger? C'est la donnée, c'est la machine virtuelle, c'est un ensemble de données, c'est ça qu'on souhaite protéger dans un DR. Donc, via les différents mécanismes qu'a pu expliquer Ludovic, c'est sûr que cette partie-là, on va pouvoir synchroniser et justement avoir des points de présence d'un point de vue de snapshot, on va être capable de remonter dans le temps. Et ce n'est pas un backup, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, ce n'est pas un backup, c'est juste
une ligne de temps sur laquelle je peux revenir en arrière si j'ai eu un pop-in sur ma partie attaque. Il y a la différence également des data centers on-premise où on est obligé de provisionner la capacité intégralement parce que le processus de commande, d'achat, d'intégration, de mise en place prend un certain temps. Et en fait, quand on a des SLA, on ne peut pas avoir ce processus de commande et d'intégration qui va nous permettre de porter. Donc on est obligé de provisionner 100% de la capacité. Là, la magie entre guillemets du cloud, c'est d'avoir la capacité minimale pour porter le service de DR et les moteurs de réplication et stocker la donnée. Et puis au moment où on veut déclencher son plan de secours, de faire grossir, scaler le cluster ou l'architecture cible pour porter en fait ces workloads. Et on va avoir différentes classes de services qui sont possibles entre des machines qui vont redémarrer immédiatement dans un ordre précis ou sur des classes de stockage différentes, par exemple avec GStream, qui nécessiteront une réhydratation de la donnée pour les workloads qui seront stockés au fur et à mesure du besoin. Et du coup, l'idée, c'est de pas impliquer un coût important, massif pour créer cette solution qui permet d'intervenir au cas où on aurait un incident, mais de mitiger un petit peu ce coût-là en offrant différentes possibilités qui s'adapteront aux besoins d'un client ou d'un autre en fonction de ce qu'il possède déjà, ce qu'il souhaite protéger et de la manière dont ils veulent remettre en service en cas de problème. Et côté Intel, vous me proposez aussi des solutions un peu sécurisées autour des processeurs et de tous les produits que vous me proposez ? Effectivement, du côté de Intel, nous avons déployé des mesures de protection qui sont déjà existantes de manière logicielle, mais que nous avons intégrées à nos CPU pour qu'elles soient plus efficaces. Tout ce qui est cryptographie permet d'avoir des flux de données plus importants et sécurisés entre deux serveurs distants, donc ce qui est tout à l'avantage des consommateurs. Voilà. Oui, bon, on repose sur un matériel du coup standard avec les mêmes processeurs, donc le redémarrage ne pose pas de problème, on reste sur les mêmes standards d'industrie et même après quand on veut refaire le retour arrière, etc., c'est quand même un confort d'avoir des plateformes compatibles entre elles qui permettent de refaire des mouvements sans interruption de service le cas échéant.